Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est un artiste à part qui aura connu deux carrières dans la chanson. La première dans les années 80 avec son groupe punk rock Star Shooter et la seconde en solo depuis plus de 15 ans. Un chanteur qui dessine et qui est l'auteur de 6 bandes dessinées, un dessinateur qui écrit des romans, des recueils de poésie ou des livres pour enfants. Il ne brouille pas les pistes, il se donne juste accès à lui-même. C'est à lui que l'on doit une très jolie chanson qui le fit reconnaître comme chanteur réaliste à la française. Tous les mômes veulent devenir des hommes. Et c'est justement l'homme que nous allons découvrir tout au long de cette semaine dans VIP. Kent, bonjour. Bonjour. Alors vous savez, ça a été un vrai bonheur de préparer cette émission, parce que moi je croyais vous connaître, je vous avais découvert avec cette chanson, tous les mômes veulent devenir des hommes, etc. Et puis en fouillant un peu, en fait je ne vous connaissais pas du tout, parce que vous êtes un artiste complètement déroutant et très multiple. Je ne connaissais pas votre carrière de Star Shooter avant, tout ce que vous aviez fait à côté, en BD, enfin, c'est vrai que vous êtes déroutant. On me l'a dit déjà, je ne sais pas quoi répondre. Je suis mes envies, c'est tout ce que je fais, quoi. Voilà, un artiste complet. Oui, peut-être, oui. J'aime bien cette idée-là, oui. J'aime bien cette idée-là. Ça ne plaît pas obligatoirement à ma famille, aux gens qui m'entourent, parce qu'un artiste complet, ça pense trop à ce que ça doit faire, plutôt qu'aux gens qui vivent autour de lui, mais il faut faire avec, quoi. Vous êtes dans votre bulle, en fait. Oui, c'est pas tellement une bulle, c'est plutôt une carapace, hein, honnêtement. Une bulle, on pourrait y rentrer, sortir comme on veut, mais des fois c'est un peu bloquant, quoi. C'est un peu bloquant. Je suis obligé de prendre sur moi-même pour parfois oublier ce métier. C'est drôle que vous dites une carapace, qu'une carapace ça nous protège, alors que aussi bien quand on dessine que quand on fait des chansons, on s'imprègne du monde, on le laisse venir à nous, non? C'est pas comme ça que ça se passe pour vous? Quand j'ai ces carapaces, je pensais plutôt à une armure qui fait que le cavalier avance, traverse comme ça, est protégé du monde alentour, quoi. Et même de ses proches, justement. Et bon, ça va maintenant, ma carapace devient un peu plus poreuse avec l'âge. Alors vous avez une image très rock à un moment, mais qu'est-ce que c'est exactement qu'être rock? Est-ce que vous l'êtes toujours? J'ai aucune idée. J'avais des idées avant, j'en ai plus là-dessus. Je ne sais pas ce que ça veut dire, rock. Il n'y a pas longtemps, on m'a demandé dans une interview, on m'a demandé quelle est la chose la plus rock'n'roll que vous avez fait dans votre vie. Et la chose la plus rock'n'roll que j'ai fait dans ma vie, ça n'a rien à voir avec du rock. Pour la personne, c'était, ah oui, effectivement, c'était très rock'n'roll, et ça n'avait rien à voir avec du rock. C'était quoi la réponse alors? La réponse, c'était, je suis en Afrique, au Cameroun, je suis rentré dans une prison un jour avec un prêtre, et j'ai donné une messe avec ce prêtre, en tant que prêtre. Parce que c'était la seule façon de rentrer dans cette prison, c'était de me faire passer pour un curé. Voilà. Et le journaliste en face m'a dit, ah ouais, rock'n'roll. Voilà. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, vous avez donc eu une première carrière en tant que chanteur de Star Shooter. C'était en 1975, le premier concert. C'est à ce moment-là que vous avez pris votre pseudonyme de Kent. Juste pour la petite histoire, il vient d'où ce pseudonyme? Vous l'avez choisi comment? Oui, ça vient, pour la petite histoire, ça vient du début du groupe de Star Shooter. On avait trouvé ce nom un peu ronflant qui faisait américain, mais sans se prendre au sérieux. Et donc on a eu envie de se donner chacun des pseudonymes qui prolongeaient ce nom-là. Alors moi, ça a été Kent. On n'est pas allé chercher bien loin. On a regardé dans les magasins des noms qui sonnaient bien. Et le batteur s'appelait Pressing, par exemple. Heureusement que vous avez pris Kent, vous. Voilà. Et puis le bassiste s'appelait Mickey. Enfin bon, voilà quoi. C'est vous qui vous en tirez le mieux quand même. Alors en 77, vous avez fait la première partie de Jacques Higelin, un producteur vous remarque, remarque votre rock un peu énergique, on va dire. Vous fait signer un contrat, c'est 5 ans de concerts, d'albums également. Et puis en 82, vous arrêtez tout. Et en fait, c'est une constante dans votre parcours. Souvent, au moment où quelque chose marche très très fort, vous allez tout arrêter pour passer à autre chose. Là, en l'occurrence, vous passerez à la bande dessinée. Puis après la bande dessinée, au bout de quelques années, vous reviendrez à la chanson, cette fois-ci française. Comme s'il y avait des pleins et des déliés dans votre parcours. Quand quelque chose marche très très fort, c'est qu'on sait très bien le faire. Quand on sait très bien le faire, c'est qu'on n'a plus rien à apprendre. Voilà. Tout est dit. Alors quand vous êtes revenu en 88 et puis surtout en 1990 avec cet album, Tous les hommes, qui vous a fait reconnaître comme une sorte de nouvelle égérie de la chanson réaliste à la française, et non plus comme ex-Star Shooter, ça vous a fait quoi quand on a dit chanteur à texte? Ça fait plaisir ou ça fait doucement rigoler? Non, non, ça m'a fait plaisir. D'abord parce qu'à l'époque de Star Shooter, j'avais déjà un souci du texte. Je me suis rendu compte d'une transition assez marrante, en fait. Quand on est chanteur dans un groupe,
le public et puis les critiques écoutent le groupe, écoutent et met en avant la musique et puis l'énergie que le groupe dégage. C'est ça qui est important. Et les paroles le sont moins. Alors il y a quelques personnes qui ont fait attention à mes paroles. Je me rappelle d'Étienne Roy d'Agile qui avait remarqué mes textes bien avant que moi-même je les remarque d'ailleurs. Au début de Star Shooter, c'était un des premiers fans de Star Shooter. Et il adorait mes textes. Et moi, ça m'a fait une drôle d'impression parce que c'est quelqu'un que je savais auteur. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il trouve à mes textes? Et du coup, je me suis attaché à ces textes. Et je me suis mis à essayer de raconter des choses un peu mieux. Je me suis attaché au style et des choses comme ça. Et quand je suis devenu chanteur solo, les textes ont été mis en avant, on n'a plus fait attention à ma musique. Et j'étais un peu frustré d'ailleurs en sens inverse. Parce que je trouve que, d'abord, quand on fait de la chanson, l'important c'est les deux, quoi. C'est vraiment les deux qui avancent en même temps, musique et paroles. Elles s'inspirent l'une de l'autre, quoi. Et je suis toujours, pas enragé, mais disons que ça me chiffonne quand on parle de mes chansons ou de mes disques en parlant uniquement des textes. Bon, il faut aussi parler de la scène, parce que vous voir sur scène, c'est quand même une expérience à avoir fait une fois dans sa vie. Il y a des chanteurs qui sur scène, vont enchaîner leurs chansons et puis ils ne donnent pas ce petit supplément d'âme. Et vous, c'est même plus un supplément d'âme que vous donnez. C'est votre âme, c'est votre corps, c'est votre énergie. Vous racontez des histoires, vous vivez vos chansons, c'est un bonheur. Bah, sur scène, il faut donner le meilleur de soi. Pour un chanteur, c'est ça, il faut donner le meilleur de soi. Donc, je me dépense, quoi. Je me dépense au maximum. Donc, ce que j'ai peur après, c'est que les gens, quand ils me voient hors de la scène, soient déçus, comme en ce moment peut-être, parce que effectivement, on ne peut pas donner le meilleur de soi 24 heures sur 24, c'est pas possible. Là, puis en plus, je fais croire à des choses, je fais croire que je suis le meilleur du monde à ce moment-là, ce qui n'est pas vrai. Ah ben voilà, on va pouvoir s'en rendre compte tout au long de cette semaine. Merci beaucoup, Kent. 31 mars 1957, le petit Hervé pousse son premier cri dans une maternité lyonnaise. Pas n'importe laquelle, s'il vous plaît, celle de la Croix-Rousse, car l'on est Croix-Roussien avant que d'être lyonnais. Une identité déterminante pour celui qui chantera quelques 30 ans plus tard que tous les mômes ont une belle idée des hommes. Ils savent nous faire oublier qui nous sommes. Si on sait redevenir haut comme 3 pommes, chacun de nous, pour eux, est au summum. C'est ce que je vais vous demander, Kent, c'est de redevenir haut comme 3 pommes. Et de penser à ce petit, j'allais dire ce petit Gaune, ou même ce petit Canut, puisque vous êtes de la Croix-Rousse. C'est vrai que c'est une identité que vous revendiquez quand même. Oui, je revendique, je ne suis pas chauvin, hein, je ne revendique pas Lyon comme étant une terre formidable et tout ça, c'est juste que je suis né là-bas et que ça m'a marqué, et ça m'a marqué à vie. Je serai un Lyonnais toute ma vie pour des raisons justement de caractère propre à la ville, mais voilà quoi. Et aussi parce que votre aventure artistique a quand même débuté avec Star Shooter, donc votre premier groupe, là-bas, quoi. Oui, oui, et on était très attachés au fait de ne pas monter à Paris. À l'époque, la décentralisation n'était pas évidente du tout, quoi. Mais quand même, on était de Lyon et on s'est dit, on va rester à Lyon pour faire notre carrière. Et on l'a fait, comme ça, quoi. Et ce sont les journalistes qui ont pris le train extraordinaire pour venir vous voir à Lyon. Alors ça, vous étiez déjà ado plus, on va dire. Parlons vraiment non pas du petit Kent, parce qu'il n'existait pas encore, mais du petit Hervé. Vous étiez quel genre de petit garçon, vous? Réservé, timide, silencieux. Non. Oui. Bavard avec les parents, mais silencieux dès qu'il y avait un étranger qui rentrait ou dans une salle de classe, quoi. Quand il fallait lever le doigt pour répondre à une question, jamais. Ça, jamais. C'est drôle, ça. Et c'est quoi? C'est le fait d'être fils unique que vous n'avez pas trop pu... Alors ça, j'ai pas de comparaison autre que celle du fils unique. Donc je sais pas si j'avais eu un frère, ce qui serait passé, j'en sais rien. Non, je crois que c'était... je n'aimais pas me faire remarquer, c'est tout. Tout simplement. Ouais. Voilà. Étonnant pour quelqu'un qui devient chanteur plus tard. Au contraire, peut-être que ceci explique cela. Vous avez connu une enfance dite ouvrière, enfin vos parents travaillaient en usine, vous aussi d'ailleurs vous avez travaillé en usine un petit peu, usine de carton. Et vraiment, rien ne vous prédestinait à une carrière artistique? Non, pas du tout, il n'y a rien, absolument rien. On n'écoutait pas de musique chez moi, enfin pas dans le sens avec attention. Disons que mon professeur de musique était le transistor. C'est tout, c'est comme ça que j'ai fait mon éducation. Quant au dessin, c'était pareil. Ma grand-mère m'achetait le journal de Mickey, tout le jeudi. Et je recopiais des dessins de Mickey. Et puis voilà, et puis ça a fait son chemin tout seul. Donc votre enfance, elle s'est passée entre la musique
les dessins, le karaté déjà, non? J'ai lu que vous Non, étiez karatéka, le pas karaté encore? est venu beaucoup plus tard. D'accord. Ouais. Donc une enfance assez calme jusqu'à ce que vous énerviez beaucoup avec Star Shooter en fait. J'ai commencé à m'énerver un peu avant Star Shooter. C'est pour ça que Star Shooter est né d'ailleurs. Je crois qu'après, je suis devenu adolescent. Et adolescent, comme souvent, il y a une transition qui se fait où on ne reconnaît plus tout à fait nos enfants à ce moment-là. Oui, puis vous, vos parents divorcés, vous aviez 13 ans, donc peut-être Oui. que ça a en plus aidé Ouais. à faire cette transition. Ouais, en tout cas, ça m'a fait du bien, le divorce de mes parents, bizarrement. Parce que non, j'allais rentrer en conflit avec mon père, c'est sûr. C'est sûr. Il allait se passer quelque chose d'assez violent. Et puis il y a eu ce divorce qui a fait que tout s'est passé comme il fallait. J'ai eu beaucoup de liberté à ce moment-là, quoi. Et c'est exactement ce qu'il me fallait. Oui, c'est quand même rare d'entendre un enfant divorcé dire que c'était parfait et que tout s'est bien passé. Mais on a compris dans quel sens vous le disiez. Si vous deviez accrocher une odeur à votre enfance, ce serait quelle odeur? Le lilas. Le lilas, voilà. Le lilas parce que j'ai vécu mes premières années d'enfance chez ma grand-mère à la campagne, je peux dire, quoi. Et cette odeur-là, je l'ai toujours connue et je l'ai identifiée comme étant du lilas plus tard parce que justement, j'ai eu l'effet Madeleine de Proust. J'ai senti un jour dans une rue une odeur, j'ai fait, mais je connais cette odeur depuis toujours et j'ai vu que c'était du lilas. Et donc maintenant, quand je sens du lilas, pout, je suis haut comme 3 pommes. Alors moi, je ne sais pas s'il y a un destin plus noble que d'aider un tout petit à conquérir le monde. Mais vous, vous avez un fils qui a 10 ans. On peut donner son prénom? Antonin. Antonin. Voilà, qu'est-ce que vous avez envie de lui transmettre à ce petit garçon? Il me transmet beaucoup de choses, à dire vrai. Ce que je veux lui transmettre, c'est une certaine curiosité sur le monde, qu'il la garde tout le temps, celle-ci. Après ça, il a une joie de vivre et une facilité de vivre que je n'ai pas moi, et il m'influence beaucoup, quoi. Donc en fait, vous ne vous reconnaissez pas dans votre fils? Heureusement. Non. Heureusement. Je le sens beaucoup plus calme, beaucoup plus, Ah bon? beaucoup plus serein que je l'ai été. Enfin, je ne me rappelle plus exactement comment j'étais quand j'étais môme, évidemment, mais j'ai pas... en tout cas, ce qu'il a, il faudrait qu'il le garde, quoi. Ça, faut qu'il le garde. Et comment il peut faire? Enfin, comment vous pouvez l'aider à préserver ça? Parce qu'il ressemble beaucoup à sa mère. Donc, déjà qu'il s'en inspire plus que son père. Ouais. Et le petit Hervé, alors, il est encore présent en vous au fur et à mesure qu'on avance en âge, on laisse un peu l'enfant derrière soi pour écouter l'homme? Non, on garde tous nos âges en présence en soi. Les étapes marquantes, on les a toujours, quoi. Et l'enfant que j'étais est revenu très fort, justement, avec l'enfant que j'ai eu, évidemment, quoi, parce que c'est un vrai passeport pour le passé, un enfant. Il y a même, dès les premiers mois, je me suis rappelé de sensations qu'on est censé avoir oubliées, puisqu'on a les mémoires qui démarrent vraiment à l'âge de 3 ans. Et j'ai vu ses premiers pas, j'ai vu certaines mimiques, certains besoins qu'il avait dès les premiers temps. Je me suis dit, mais j'ai connu ça. C'est revenu comme ça, quoi. Donc l'enfant est à nouveau présent, quoi. Et le petit Hervé, il serait fier de Kent? Oui, je crois qu'il aimerait. Le petit Hervé aurait aimé avoir un oncle ou un grand cousin qui s'appelle Kent. Ouais. Et je crois que c'est peut-être ça qui m'a poussé à devenir ce que je suis. C'est-à-dire que quand j'étais môme, il me manquait peut-être quelqu'un de fantasque. On a toujours envie, on a toujours plus ou moins dans une famille un oncle fantasque auquel on se rattache, qu'on adore quand on est môme. Et je crois que je suis devenu cet oncle. Vous l'avez fait vous-même. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, hein, ça dit. Je vous remercie beaucoup, Kent. Il a reçu une éducation catholique, héritage assumé jusqu'à un certain âge où il s'est émancipé, car un jour, comme il le dit lui-même, il a compris que Dieu habite à la même adresse que le Père Noël. André Frossard, journaliste et philosophe français, lui, dit que l'histoire du monde est celle d'une interminable querelle de l'homme avec son Dieu ou avec l'idée qu'il s'en fait. Alors Kent, quel est ce Dieu auquel vous ne croyez plus, vous? Celui auquel vous croyez. Non, mais... comment vous dire j'ai suivi cette idée d'un Dieu créateur de l'univers jusqu'à fort tard. Avant, il avait d'autres fonctions qu'unique créateur de l'univers. Il était aussi ce Dieu qu'on enseigne dans la religion catholique,
qui a fait l'homme à son image, qui veille sur lui, qui connaît tous ses actes, auxquels il faut se confesser, tout ça. Bon, ça, c'est allé jusqu'à l'adolescence. Et à l'adolescence, j'ai continué à me poser des questions là-dessus. J'ai continué à fréquenter, d'ailleurs, plus ou moins des gens religieux, avec qui j'avais d'ailleurs d'excellents contacts. C'est pour ça que ça a pu durer. Mais disons que j'ai cessé de pratiquer, d'aller à l'église, à la messe, ou même à la confession, je ne sais pas quoi. Et puis tout doucement, ce Dieu s'est dilué au plus j'avançais sur mes questionnements, au plus ce Dieu se diluait. Un peu comme si j'avais des lunettes noires qui devenaient claires, quoi. Et je me suis rendu compte qu'en fait, s'il n'y a pas de créateur, le monde reste merveilleux, reste respectable. L'homme est respectable et l'homme est encore plus intéressant. J'aime l'idée... comment dire, en me passant d'un créateur, il a fallu que je me suis passé du créateur en m'intéressant à la science et à la création du monde. Et plus on en sait sur cette création du monde, plus on se dit, mais peut-être on vient d'un accident. Et l'accident nous rend tellement fragiles que je trouve que ça aide à vivre mieux. Parce qu'on est obligé, on est responsable réellement. On est responsable de tout. Si on est la seule forme de vie dans l'univers, on se doit de faire attention. Parce qu'on est effectivement unique. Donc on doit se faire attention à nous, aux autres et tout ça, à autrui. Si on n'est pas les seuls, eh ben c'est qu'il n'y a pas de Dieu. J'essaye de suivre le raisonnement, mais en vous privant d'un créateur, vous vous privez aussi d'une espérance. Tout est finitude. Non, non, non. L'espérance dont vous parlez, c'est celle d'une éternité après la vie sur Terre. Mais je m'en passe bien. Je suis quelqu'un de plein d'espoir par rapport à une forme de vie dans l'univers. Je trouve ça fabuleux, merveilleux. Et puis, ce qui me suffit comme espoir, c'est d'arriver à bien faire vivre mes proches, à bien vivre ma vie. C'est ça, mon espoir. Vous êtes, donc vous n'êtes pas agnostique, vous êtes athée, donc, hein, soyons bien clairs. Vous ne croyez en rien. J'ai été agnostique, je ne le suis plus. D'accord. Voilà. Vous êtes athée aujourd'hui. Tout le problème de l'homme, c'est de mettre une finalité dans les choses, en toute chose. Or, il n'y a pas de sens à la vie, peut-être. Et c'est pas pour ça qu'il faut arrêter de vivre. On ne peut pas arrêter de vivre. Ce qui est merveilleux, c'est que quand la vie naît, dès l'instant qu'une cellule arrive, elle bat et elle existe et elle cherche à se reproduire et à perdurer par les autres. Et nous, on est un peu plus évolué qu'une simple cellule, et c'est ce qu'on fait. Et si on continue à perdurer, c'est par les autres. On est les autres et on continue à vivre, non pas éternellement, mais plus longtemps que notre propre vie, par les autres. Par le souvenir, mais alors, est-ce que vous vivez quand même, comment dire, une aventure intérieure, est-ce que vous avez quand même une recherche d'intériorité, malgré tout? Mais bien sûr, bien sûr. Mais alimentée par quoi, alors? Mais elle est alimentée par comment peut-on vivre mieux sur cette terre sans se foutre sur la gueule, par exemple. Comment se fait-il que 5 siècles avant Jésus-Christ, il y a eu Confucius, Lao Tse, Bouddha, et que 2000 ans après, on a eu Hitler, Staline et Mao? Comment se peut-il qu'on ne puisse pas évoluer? Où est le problème? C'est ça la vraie recherche. Où est le problème? C'est votre question, vous? C'est la question que tous les hommes doivent se poser. Qu'est-ce qui nous pousse à être mauvais? Avec un petit semblant de réponse déjà ou... Je n'en ai pas, non. Le semblant de réponse, je le trouve parfois au détour d'un livre de philosophie. Puisque vous parlez de livres, très bien, on va profiter de celui qui est sur vos genoux. Oui. Je vous ai demandé de nous faire partager un petit morceau de lecture. Et vous avez choisi un livre d'Henri Michaud, qui s'appelle le livre... Qui s'appelle Épreuve et exorcisme, qui m'a été conseillé par un ami comédien. Très bien. Et je vais vous lire un texte qui s'appelle La vie double, que j'aime beaucoup, parce que c'est en point de suspension, on peut y mettre ce qu'on veut. J'ai laissé grandir en moi mon ennemi. Dans les matériaux que je trouvais dans mon esprit, dans mes voyages, mes études et ma vie, j'en vis quantité qui m'étaient inutilisables. Après des années et des années, je vis que, quoi que je fisse ou approfondisse, il en resterait quantité d'inutilisables. Inutilisables, mais là. J'en fus contrarié, mais pas autrement ému, ignorant qu'il y avait des mesures à prendre. Je laissais en arrière les matériaux non utilisés, innocemment, comme je les trouvais. Moi,
comme font tous les êtres au monde, j'utilisais le reste pour le mieux. Or, petit à petit, s'édifiant sur ces décombres forcément toujours un peu de la même famille, car j'écartais toujours les choses d'un même type, petit à petit se forma et grossit en moi un être gênant. Au début, ce n'était peut-être qu'un être quelconque, comme la nature en met tellement au monde, mais ensuite, s'élevant sur l'accumulation grandissante de matériaux hostiles à mon architecture, il en arriva à être presque en tout mon ennemi, et armé par moi et de plus en plus. Je nourrissais en moi un ennemi toujours plus fort, et plus j'éliminais de moi ce qui m'était contraire, plus je lui donnais force et appui et nourriture pour le lendemain. Ainsi grandit en moi, par mon incurie, mon ennemi plus fort que moi. Mais que faire? Il sait à présent, me suivant partout, où trouver ce qui l'enrichira, tandis que ma peur de m'appauvrir à son profit me fait m'adjoindre des éléments douteux ou mauvais qui ne me font aucun bien et me laissent en suspens aux limites de mon univers, plus exposé encore au traître coup de mon ennemi qui me connaît comme jamais adversaire ne connut le sien. Voici où en sont les choses, les tristes choses d'à présent, récolte toujours bifide d'une vie double pour ne pas m'en être aperçu à temps. Et ça vous parle beaucoup? Ça me parle beaucoup. Parce que? Parce que c'est notre vie. Il y a toujours quelque chose qu'on cache en soi, dont on se confesse à qui on veut, ou pas. Et ces choses-là, pour essayer d'être, on cache parce qu'on cherche à arriver à une certaine perfection de soi. Et la perfection cultive le mal qu'on rejette. Et quand je dis mal, c'est pas obligatoirement quelque chose de négatif quand je dis mal, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est quelque chose qui ne va pas avec l'idée qu'on se fait de soi. Ben, je vous remercie beaucoup. Moi, je découvrais ce texte que je ne connaissais pas, mais effectivement, il est dense, hein. Il y a pas mal de choses à méditer. Merci de nous l'avoir fait découvrir. Je vous en prie. Elle peut être simple, grande, louable, insatiable, excessive, voire déplacée. Qu'on l'excite, qu'on la pique, elle ne fera que redoubler. On peut alors la satisfaire, la contenter ou la réprimer, même lorsqu'elle nous dévore. D'aucuns disent qu'elle est un vilain défaut. Hugo Pratt, ce fameux dessinateur de bande dessinée et papa de Corto Maltese, fait dire à son héros dans Jesuit Joe que sans curiosité, on meurt et sans courage, on ne vit pas. La curiosité, c'est la valeur que vous avez choisie. Ken, vous la connaissiez, cette réplique de Non, Corto elle est vachement Maltese? bien. Elle est vachement bien. Enfin, j'ai dû la connaître parce que j'ai lu Jesuit Joe, mais je ne me rappelais plus. Voilà. Quelle définition vous donneriez, vous, de la curiosité telle que vous l'envisagez? C'est un moteur pour la vie. Voilà. Ou le carburant, plutôt que le moteur. Parce que quand on est curieux, non pas de la curiosité qui fait regarder par le tout la serrure, hein, c'est pas de celle-là. Hein. Quand on est curieux des choses qui nous entourent, on ne s'ennuie jamais. Et c'est l'ennui, c'est la mort. Et la curiosité, c'est le remède. Voilà. Alors justement, vous qui écrivez des chansons, des romans, des livres pour enfants, qui faites de la bande dessinée, est-ce que là, c'est pas une curiosité à vous-même et au monde? Est-ce que c'est pas votre manière à vous de l'exprimer, cette curiosité? C'est un moyen d'expression, ce que vous dites, tout ça, les chansons, la musique, le dessin, ce n'est qu'un moyen d'expression. Mais je peux très bien avoir ce moyen d'expression et ne pas être curieux des choses aussi, ou alors que cette curiosité s'arrête, parce qu'elle peut s'arrêter. La curiosité, d'abord, elle s'occupe de ce qui nous intéresse en premier lieu. Alors, je m'intéresse à ça, et la curiosité me pousse Par exemple, approfondir le sujet. Vous êtes passionné par l'aéropostale, je crois savoir. J'ai été. Ah, ce n'est plus. Voilà. Ça y est, vous êtes allé au bout de votre curiosité. Ben oui, parce que c'est un sujet très fermé. C'est un sujet très fermé. L'histoire de l'aéropostale, après avoir lu moult livres là-dessus, j'ai su ce que c'était. J'aurais pu approfondir encore plus en lisant des détails là-dessus, mais c'était pas tellement nécessaire. Là, ce que je parle, c'est la curiosité pour tout. Parce que justement, quand on a une passion comme celle-là, et puis qu'on arrive au bout, un jour on se dit, bon, ça y est, j'en ai fait le tour, qu'est-ce que j'ai plus rien dans la vie. Alors ça peut être un livre, ça peut être un être, ou je sais pas quoi, mais c'est tout. On est dans un studio, là, je regarde le projecteur qui est au-dessus de votre tête et je me dis, comment il est fabriqué? Quelle est son histoire? Comment on est arrivé à une telle perfection de projecteur? Est-ce qu'on peut l'améliorer? Voilà, la curiosité, c'est ça, c'est s'intéresser à toutes ces choses.
des moindres choses. La curiosité, je trouve que c'est une qualité très enfantine. Et est-ce que vieillir, ce n'est pas justement perdre la curiosité? Quand on perd la curiosité, c'est qu'on a vraiment un but de soi-même. On pense qu'on a fait le tour des choses. C'est pas vrai. Le détail compte. Encore une fois, on peut être curieux justement du sens de la vie, pour en revenir à un certain thème, et puis un jour trouver quel est le sens de la vie, puis dire bon ben voilà, j'ai plus rien à apprendre. C'est faux. Comment on cultive les tomates, ça n'a rien à voir avec le sens de la vie, mais c'est quand même intéressant de savoir cultiver les tomates. On sent que c'est une énergie exploratrice qui est vitale chez vous, hein, comme manger, comme boire. Mais enfin, ce qui m'ennuie, c'est que ça ne doit pas être que chez moi, ça doit être partout. J'en parle d'autant plus parce que je suis très touché par des gens proches qui sont en dépression. Et une personne dépressive ne s'intéresse plus à rien, elle est plus curieuse des choses. Et c'est comme ça qu'elle meurt à petit feu, qu'elle est encore vivante, mais qu'elle est morte dans son cœur. Et alors qu'il suffirait juste qu'elle se passionne, mais pour des bricoles, quoi, pour que tout ça reparte. Est-ce que la curiosité, c'est une notion qu'on peut associer à celle de courage, parfois? Non, je vois pas comment. Je vois pas comment. C'est pas pour être curieux, ça demande pas du courage. Avoir la curiosité d'aller vers des gens qui ne nous ressemblent pas, on peut être rebuté, mais quand on est vraiment curieux, on va quand même... Oui, dans ce sens-là, mais vous voyez, je parle de la curiosité d'une manière générale. Il n'y a pas que ça. Il y a une curiosité qui demande du courage, effectivement, parce qu'elle fait ouvrir la porte vers l'inconnu. Là, il faut un certain courage, c'est vrai. Quand on se trouve en pays étranger, moi, quand je pars en tournée en pays étranger, je ne dors jamais. Parce que je ne sais pas combien de temps je vais rester dans ce pays, je ne sais pas quand je vais y retourner. Donc, une fois que j'ai fait mon travail, je pars dans les rues et je vais dans des endroits, côtoyer des gens, je ne sais pas où je vais, quoi. Mais c'est plus fort que moi. Alors, petite citation de Bernard de Clairvaux, autrement dit Saint-Bernard, qui dit « Le premier degré de l'orgueil, c'est la curiosité. » Et Pascal d'enchaîner « Curiosité n'est que vanité. Le plus souvent, on ne veut savoir que pour en parler. » Grosso modo, on pourrait résumer ça en disant qu'il s'agit du démon de la curiosité. Oui, mais il parle de la mauvaise curiosité. En plus, ils sont mal placés quand même, c'est des gens très cultivés. S'ils l'ont été, c'est parce qu'ils étaient curieux des choses. Ah, bien répondu. Autre citation de quelqu'un de plus contemporain, le cinéaste Claude Lelouch, qui dit que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand défaut. Vous, le cinéma, c'est quand même une donnée importante dans votre vie. Vous le vivez comme ça, comme un esprit de curiosité aussi? Le cinéma? Oui, c'est un billet aussi pour en apprendre plus sur les gens ou... Non, le cinéma, c'est un moyen d'expression où des gens, où un réalisateur fait passer des choses. C'est pas quelque chose qui est au-dessus des autres arts, c'est tout. Je vais au cinéma comme j'ouvre un livre ou comme j'écoute de la musique. Pas plus. Pas plus, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup. Il y a très peu de gens qui lisent. Il y a peu de gens qui sont sensibles aussi au cinéma ou à un certain cinéma qui est là juste pour les distraire. Moi, c'est pas pour me distraire. Je vais apprendre des choses au cinéma. Mais je vais apprendre des choses incidemment. Voilà. Dernière question. Vous avez conscience d'être vous-même une curiosité pour les autres? Oui. Par votre parcours un peu éclectique, C'est pas mon parcours, c'est le fait d'être un personnage, celui que vous êtes. Un personnage public. Et le personnage public intrigue toujours. Encore une fois, parce qu'il dégage une certaine image et on se dit qu'est-ce qu'il y a derrière cette image. Voilà, la curiosité, elle est là. Moi, finalement, si je suis devenu un peu comme ça, c'est aussi parce que les personnages publics m'intriguaient aussi, quoi. Et puis voilà, j'en suis devenu un. Bon, j'ai pas vu le moment où je suis devenu, par contre. Quelle est la prochaine curiosité que vous voudriez assouvir? Je ne sais pas, il n'y en a pas une. J'aime bien être surpris par les choses. J'aime bien être surpris par les choses. Je peux pas vous dire comme ça, franchement. Il n'y a pas qu'une curiosité qui m'anime. Vous n'avez pas l'aéropostale, mais en même temps que je m'intéressais à l'aéropostale, je m'intéressais aussi à la gamme mineure. Et puis peut-être, je sais pas, au fait que j'allais être papa, ou j'en sais rien. Enfin, c'est tout marche à la fois. C'est la curiosité qui ouvre les portes. Restez ouvert ouais. Pour pouvoir capter tout ce qui vient vers vous, alors. Oui, c'est ça. Toujours avoir les antennes sorties. Ce sera le mot de la fin. Merci, Kent. Au bord de la Marne, on trouve toutes sortes d'oiseaux. Des martins-pêcheurs, des pies, des merles, des rossignols. Et puis, au bord de la Marne vit un drôle d'oiseau. Ses plumes lui servent à écrire des chansons et à dessiner. Son chant est tantôt rock, tantôt suave. Et lorsqu'il s'envole, c'est avec l'oiseau-lyre pour trouver le vent de l'inspiration et rejoindre les sommets de la créativité. Waouh! C'est vous? Ouais. Waouh!
Kent et les oiseaux et Kent, alors pas ceux de mauvais augure d'Hitchcock, hein, vous, ce sont les oiseaux qui gazouillent dans votre jardin de Champigny-sur-Marne Oui. et qui donnent lieu à quoi? De grandes rêveries, cette observation des oiseaux? J'essaie que ce ne soit pas des rêveries, parce qu'après ça, je pars et le temps passe. Non, non, non. Je me suis intéressé aux oiseaux le jour où j'ai eu un jardin, le jour où je me suis installé à Champigny. J'ai eu un jardin, donc une maison avec un jardin. Et puis là, j'ai commencé à voir des oiseaux arriver sur les arbres, picorer par terre. Et puis comme tout le monde, comme tout un chacun qui ne s'intéresse pas vraiment au sujet, je me dis « Oh, c'est marrant tous ces moineaux !» Et je me suis rendu compte qu'il y avait des oiseaux qui étaient différents les uns des autres. Je me suis dit « Bon, ça, qu'est-ce que c'est un moineau déjà ?» Et j'ai acheté un livre sur les oiseaux et je me suis mis à m'intéresser aux oiseaux. C'est venu comme ça. Et tous les jours, je découvre, enfin tous les jours, j'exagère peut-être un peu, mais toutes les semaines, au moins, je découvre un nouvel oiseau. Et ce qu'on appelle communément un moineau, pour dire un oiseau, en fait, cache des tas de richesses, quoi. C'est-à-dire que déjà le moineau. Vous savez qu'il y a le moineau domestique et le moineau friquet? Ah mais non, apprenez-moi. Qu'ils cohabitent, mais qui n'ont rien à voir les uns les autres, à part qu'ils se ressemblent. Ils ont à peu près le même plumage, mais ils ne se reproduisent pas entre eux. Ils n'ont pas les mêmes chants, ils n'ont pas la même façon de vivre. Et pourtant, ils sont très semblables. Et justement, c'est l'oiseau commun, c'est celui qu'on a de partout. Et c'est très différent. Et après, quand on commence un peu à faire attention, bah, qu'est-ce que j'ai découvert? J'ai découvert le grimpero, par exemple, qui est un oiseau minuscule, avec un long bec, comme ça. Et il est sur mon poirier. Alors, il vient au printemps, et il vient picorer. Il est un peu comme un pique-vert, quoi. Et plus petit, quoi, plus commun. Et je l'ai remarqué parce que justement, il est sur les branches, mais sous les branches. Il arrive à s'accrocher sous les branches et tac, tac, il tape comme ça, quoi. Et j'en découvre comme ça tout le temps. Là, il y a 2 jours, j'ai découvert les mésanges à longue queue. Alors, j'avais déjà vu la mésange nonnette, la mésange charbonnière, la mésange bleue, évidemment, et la mésange à longue queue, je ne l'avais jamais vue. Évidemment, parce que la mésange à longue queue n'est pas jaune comme les autres mésanges, elle est brune, beige, comme ça. Elle a juste une très longue queue, très fine. Vous avez un côté, excusez-moi, c'est ce à quoi je pensais, un petit côté Saint-François d'Assise, comme ça, vous savez, qui parlait aux oiseaux et qui avait aussi une capacité d'émerveillement très développée, on va dire. Mais c'est beau, cette qualité, c'est magnifique. Ça fait partie de la curiosité. Alors, chez Saint-François d'Assise, je ne sais pas si les oiseaux lui répondaient ou s'ils l'écoutaient, en tout cas, mais moi, j'y arrive pas. Dès que je sors, ils partent, hein, par contre. Mais vous leur sifflez, non? Vous n'essayez pas d'entrer en communication en sifflant des petites choses? J'essaye d'imiter leur chant. Ça donne quoi? Des fois, j'enregistre. Alors, ce qui est drôle, c'est d'enregistrer, de les surprendre avec un micro, d'enregistrer, puis après de repasser le chant, parce qu'ils sont là après. Ils écoutent, ils se demandent ce qui se passe, ils entendent un de leurs collègues, alors que c'est eux. Et ça peut éventuellement, si on part dans votre univers musical, ça peut éventuellement vous inspirer ou pas en termes de musique à proprement parler? C'est bateau. C'est bateau? C'est bateau. Je pense que c'est difficile. Ça a déjà été fait? Je crois que ça a été fait beaucoup dans une certaine poésie, un peu désuète maintenant. Et je ne m'amuserais pas à essayer de mettre un oiseau. Ou alors, il faut que ce soit d'une manière détournée. Ce que j'aime, par exemple, justement, il y a une façon... je ne sais pas si vous connaissez ce feuilleton qui est passé en télévision qui s'appelle Les Sopranos. Et le premier épisode des Sopranos, on voit ce mafieux qui commence à devenir dépressif. Et il devient dépressif parce qu'en fait, il y a des canards qui sont arrivés chez lui, qui sont installés dans son jardin sur sa piscine. Et il les trouve merveilleux, les adore, il les observe. Et c'est pas le questionnement qui arrive, mais ça remet en cause le monde dans lequel il vit. Il ne s'en rend pas compte encore, mais ça remet en cause. Et les oiseaux m'ont fait un peu cet effet-là, moi aussi. C'est pour ça que j'ai été touché par cet épisode des Sopranos. Parce que le jour où j'ai vu les oiseaux vivre leur façon d'être, qui sont là depuis tout le temps, qui ne se posent pas de questions, on n'en sait rien, mais je ne pense pas, je me suis dit, c'est tellement intéressant de les voir que j'en oublie de mon travail, quoi, effectivement. Un petit retour aussi à une certaine simplicité aussi et sérénité? Sérénité, oui, peut-être simplicité, je sais pas, c'est pas si simple un oiseau. C'est intéressant. J'allais parler des... non. On va dépasser, on va déborder. Prévert a écrit des textes sur les oiseaux, notamment pour faire le portrait d'un oiseau ou la chanson de l'oiseleur. Et vous avez déjà mis en musique un poème de Prévert, ouais. Le Pater Noster. Vous pourriez, ce sont des textes qui vous intéresseraient pour les mettre en musique ou pas plus que ça? C'est pas parce que ça parle d'oiseaux. Non, j'ai cité sur scène ces textes-là de Prévert, effectivement. Je me rappelle. Mais justement, ça fait partie de ces textes-là que je qualifierais un peu de désuets, dépassés un peu. Et je m'en méfie. D'accord. Alors, si vous étiez un oiseau, est-ce que vous seriez le merle moqueur de Jean-Baptiste Clément,
L'oiseau noir de Barbara, l'oiseau de paradis de Trenet, l'oiseau de nuit de Paul Naref? Ou alors est-ce que vous iriez au bal des oiseaux avec Thomas Fersen? Ou alors vous faites comme l'oiseau de Michel Fugain? Aucun de cela. Je serais, pour être plus terre à terre, je serais un canard. Un canard, on y revient. On en revient toujours à ça. C'est les premiers qui m'ont réellement fasciné parce que j'habite au bord de la Marne aussi. J'ai un jardin mais au bord de la Marne. Et là, il y a des canards évidemment. Et ils sont merveilleux les canards. C'est merveilleux. Vous savez que mâles et femelles sont fidèles. Ils forment un foyer, ils forment un couple, ils font des enfants et tout ça. Ils sont sur l'eau, ils sont sous l'eau, ils volent, ils marchent. Et c'est un exemple. Enfin, c'est un. Moi, j'adore les canards. J'adore les canards. Je trouve qu'il faut prendre exemple sur les canards. Je crois que je ne regarderai plus jamais les canards de la même manière, grâce à vous. Et donc, nous allons penser à prendre exemple sur les canards. Absolument. Absolument. Merci beaucoup, Kent. Notre terre qui êtes aux cieux, je t'écris cette bluette, en ces temps bien capricieux qui sévissent sur nos casquettes, en ces temps de marionnettes qui agitent sous tes cieux, dieux et démons d'opérette fallacieux. Petit extrait d'une chanson qui s'appelle Notre terre, issue du dernier album de Kent, Bienvenue au club, une chanson que vous avez faite avec Mickey 3D, Oui. à qui on devait déjà respirer, qui était un bel hymne écologique aussi. Petite chanson pour introduire ce thème sur l'écologie et un thème qui vous tient à cœur. Hein. Oui, ça me tient à cœur parce que j'y pense au quotidien chaque minute. Ah oui, à ce point-là. Bah oui, parce qu'on est impliqué dans nos gestes quotidiens par l'écologie, c'est ça. C'est pour ça que je voulais parler de ce thème. C'était pas comme sujet bateau ou pour militer pour quelque chose. C'est juste que l'écologie, c'est tellement aujourd'hui dans notre monde urbain, on est responsable de chaque minute de nos actes. L'effet papillon est en nous. Alors au quotidien, chez vous, ça se traduit comment l'écologie? Puisque vous nous avez expliqué habiter dans une maison au bord de la Marne. Ouais. Voilà, vous faites comment? Ben, c'est un casse-tête justement. Voilà. C'est essayer de corriger ces gestes pour correspondre à l'idée d'un monde meilleur pour l'environnement. Comment on fait aujourd'hui quand on habite justement au bord de Marne et qu'on vient à l'autre bout de Paris pour faire une émission avec vous? Comment on peut se comporter pour On vient à vélo? nuire le moins possible à l'environnement? Eh bien voilà, il faudrait venir à vélo. Il faudrait que je prenne mon vélo et que je mette 2 heures pour arriver ici, à mes risques et périls dans les rues de Paris, pour faire cette émission. Par exemple, c'est un bon exemple. Ben voilà, dans le quotidien, c'est ça. C'est quand je fais la vaisselle, quelle eau j'utilise, combien d'eau j'utilise, quand je prends ma douche, quand j'arrose mon jardin. Est-ce que je peux pas utiliser l'eau de la pluie? Alors oui, tiens, je pourrais récupérer l'eau de la pluie pour arroser mon jardin. Et là, ma maison qui est vieille et tout ça n'est pas faite pour ça. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends mon téléphone et puis j'appelle les organismes qui sont censés m'aider à ça. Voilà, j'ai un jardin, je voudrais arroser avec l'eau de pluie. Et là, on s'aperçoit que c'est pas possible. On déplace des montagnes. Alors que ce serait quand même tellement simple d'arroser son jardin naturellement avec de l'eau de pluie quand il pleut pas, parce qu'on a un récupérateur. Alors, sur vos conseils, je suis allée visiter le site internet du WWF Ouais. pour mesurer mon empreinte écologique. Pour expliquer rapidement, l'empreinte écologique, c'est la mesure de la pression qu'exerce l'homme sur la Terre. Voilà. Bien expliquer, savoir si tout le monde faisait pareil que nous en termes de consommation d'eau, d'électricité, enfin de toutes les énergies, est-ce que la planète s'en sortirait ou combien de planètes nous faudrait-il pour vivre? Voilà, donc je ne donnerai pas mon résultat parce qu'il faut beaucoup de planètes pour vivre à ma mesure, mais si tout le monde vivait comme les Français, il faudrait 3 planètes pour couvrir les besoins du monde, 3 fois la Terre. Ouais. Mais c'est dramatique ce genre de constatation. Oui, c'est dramatique. Alors, c'est dramatique d'autant plus qu'on sait qu'on est dans un monde qui veut, et pas uniquement le côté commercial du monde, des sociétés de consommation, mais nous-mêmes, on souhaite que des gens démunis connaissent notre confort. Or, si les gens, c'est-à-dire les 2 tiers ou le tiers-monde de la planète s'élèvent à notre niveau de vie, là, il ne faut plus 3 planètes, il faut 5 planètes et on est foutu aussi. Et où c'est encore plus vicieux, c'est que j'ai triché en faisant ce test. Et je me suis fait passer pour l'écolo pur et dur, et j'ai répondu le minimum. Ouais, mais je l'ai fait aussi après. Et on n'y arrive pas. Et on est quand même à 3 planètes, vous avez vu? Ouais, moi j'avais 5 planètes et demie pour être Emmanuel Dancourt, si tout le monde était Emmanuel Dancourt, et là, 3 planètes, même en étant le plus écolo possible. Moi j'arrivais à 1 planète et demie. Eh ben, c'est quand même trop, c'est une demi de trop.
Vous êtes C'est fort. bizarre hein, quand même. Ouais, ouais. Alors bon, j'ose pas, j'espère que qu'on se trompe, que c'est juste des tests pour faire, comment dire, comme un signal d'alarme, quoi. Dire, on peut encore arrêter. Je le souhaite, mais honnêtement, Mais sais pas. vous êtes quoi? Vous êtes plutôt quand même optimiste pour l'avenir de la planète ou vraiment franchement pessimiste? Je suis pessimiste positif. C'est-à-dire que je sais que si on ne fait pas d'efforts à plus ou moins long terme, on est foutu, et surtout nos enfants, c'est ça qui est malheureux. Mais il faut quand même le faire, cet effort. Et vous êtes engagé dans une assoce, par exemple, ou vous nous avez expliqué ce que vous faisiez au quotidien, mais est-ce que, voilà, est-ce que vous menez le combat d'une manière plus... Oui, Oui. oui, je suis engagé de ce point de vue-là. Je suis engagé sous mon nom de famille en tant que citoyen. Je n'aime pas me mettre en avant en tant qu'homme public. J'y vais quand ces assos viennent me chercher. Vous avez quand même fait un concert en 96 pour un laboratoire indépendant qui était spécialisé dans la mesure de la radioactivité, oui, pour leur ramener des fonds. Oui, oui c'est ça. Et l'an passé, si c'est pareil, je suis intervenu pour l'association Sortir du nucléaire et tout ça, parce qu'ils sont venus me chercher, mais j'y vais pas. J'aime bien être lambda. Dans la vie de tous les jours, parce que justement, comment on fait dans la vie de tous les jours quand on est lambda, c'est ça. Parce que quand on est personnage public, c'est tellement facile de lever le poing devant des caméras et tout ça. Et puis surtout, comment dire C'est dans chaque homme et chaque femme, c'est ça que l'exemple que vous voulez montrer? Oui, c'est ça, ouais, d'être... Il n'y a pas besoin d'être Kent ou voilà, je ne sais qui voilà, pour exactement, s'engager. exactement. C'est le témoignage que vous voulez donner? Oui, c'est ça, exactement. Oh, bah, je crois que le message, il est passé, là. J'espère. C'est tout le monde tous les jours. Si on doit retenir une chose, ce sera ça. Ouais. Je vous remercie beaucoup, Kent. Des questions auxquelles je lui demande de répondre au débeauté, des réponses qui fusent ou pas selon la difficulté de la question qui a précédé et l'intensité de la réponse qui va suivre. C'est le principe de la dernière conversation avec vous, Kent, un principe qui est accepté et validé. Adjugé. Adjugé. C'est parti. Alors d'abord, quelle est la question qu'il ne faut absolument pas vous poser parce qu'on vous l'a déjà tellement posée ou elle vous énerve ou... Que sais-je? Il y en a beaucoup. Bah, vous l'avez posé, c'est Kent, d'où ça vient. Bon, enfin bon, en même temps, quand on choisit un pseudonyme, il faut s'attendre à ça, quoi. Exactement. Dites-moi, quels sont les démons que les années n'ont pas assagis? Les démons que les années n'ont pas assagis. L'emportement. Ah, explication? Je suis quelqu'un qui s'emporte encore beaucoup trop. Alors, ma compagne dit, c'est bien que tu t'emportes parce qu'au moins tu te libères. Moi, qui ne sais pas m'emporter, je souffre intérieurement. Et elle m'envie parfois quand j'ai des crises de colère, sauf quand ça lui tombe dessus, évidemment. Oui, voilà. Mais justement, c'est quelque chose qui... on peut se passer de crier pour faire passer des choses, justement. Et j'ai beaucoup d'admiration et parfois, je m'admire beaucoup quand j'arrive à faire passer des choses sans crier, des choses graves à des instants cruciaux. Et là, non, je suis encore dedans. Qu'est-ce qui vous étonne chez les gens, d'une manière générale? Juste l'absence de curiosité, justement. Très souvent, c'est ça. De voir des gens s'ennuyer ou de ne pas comprendre des choses et d'envoyer paître, alors que s'ils s'intéressaient, ils comprendraient et ils seraient peut-être plus tolérants, plus intelligents, surtout. Quel est le luxe dont vous ne sauriez vous passer? La liberté. Oula, quelle est votre définition de la liberté, alors? Si demain j'ai envie d'arrêter la chanson pour faire tout à fait autre chose, je le fais. Vous l'avez déjà fait? Je l'ai fait, bien sûr, mais enfin je suis encore dedans, quoi qu'il en soit. J'ai envie d'habiter en Hongrie, je le fais. J'ai envie de... Voilà, c'est ça, les libertés, quoi. La liberté, c'est faire ce qu'on a envie de faire? Oui, 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 sans faire de mal aux autres. Évidemment, sans faire de mal aux proches, c'est surtout ça, quoi. Il faut faire attention à ça. Mais bon, il suffit de les aimer pour pas leur faire de mal. Quel est le talent que vous n'avez pas et que vous aimeriez avoir? Être réellement un compositeur. Je suis un mélodiste. Je suis un autodidacte qui a pris une guitare un jour et qui a appris sur 3 accords à faire des chansons. Je ne sais pas lire la musique, je ne sais pas, et c'est un manque.
Honnêtement, je crois que j'aimerais ça, j'aimerais savoir ça. Alors on me dit, mais il faut que tu t'y mettes, il faut que tu t'y mettes. Mais il y a tellement de choses qui m'intéressent dans la vie que maintenant c'est trop tard, quoi. C'est quelque chose qui se fait. L'éducation musicale, c'est comme tout l'enseignement pour un enfant, c'est la même chose. C'est comme apprendre une langue. C'est tellement facile quand on est enfant d'apprendre la musique comme on apprend le français ou l'anglais. Et que plus tard, une fois qu'on sait se débrouiller avec ces 3 accords et puis qu'on sait faire une chanson, bah finalement, on est tellement sollicité qu'on s'en contente. Et je suis émerveillé, je trouve ça fabuleux de pouvoir écrire sur une portée une symphonie ou de la musique concrète. Ça me manque. Quel est le plus beau compliment que l'on vous ait fait? Tu n'as pas changé. C'est un compliment? Ah oui. Ah oui. Parce que s'il y a un métier où on change, c'est bien celui-ci, quoi. Parce que le succès, le fait justement de se trouver sous des caméras, tout ça fait qu'on peut se prendre pour ce qu'on n'est pas. Et j'ai toujours peur de ça. Et des vieux amis m'ont dit et me disent encore que je n'ai pas changé, donc tout va. Qu'est-ce qui vous plaît le plus chez vous? Alors, le moins, vous l'avez déjà dit, c'est votre comportement, Ah ouais. c'est... Alors le plus. Non, je ne sais pas. Je me demande ce qui cloche en moi pour essayer de m'améliorer. Mais je ne me dis pas qu'est-ce qui est bien en moi. Jamais je me dis ça. Jamais. Je trouve que rien n'est parfait, quoi. Donc, non, je ne sais pas. J'ai la chance d'avoir tous mes cheveux à 47 ans. C'est bien. Bon alors, qu'est-ce qui cloche chez vous? Je l'ai déjà dit, non? Qu'est-ce qui cloche, non? C'est vrai, vous l'avez déjà dit. Quel serait le bonheur parfait d'après vous? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le bonheur parfait, c'est de se rendre compte que le grand bonheur, c'est que des petits instants merveilleux qui se tiennent par des points de suspension. Alors décrivez-moi une de ces petites perles, un petit instant de bonheur parfait. Vous faites quoi? Vous êtes où? C'est un clin d'œil qui arrive au bon moment. Pour prendre quelque chose de bateau, je suis sur une plage à l'instant d'un coucher de soleil et c'est merveilleux. J'entends ma nouvelle chanson qui passe à la radio. Ting, pendant 10 secondes, je me dis oh c'est incroyable, et après 10 secondes, il y a tout qui se met en route en me disant bah oui mais bon bah voilà, après ça faut faire ci, faut faire ça. Toutes ces petites choses là, je me mets à table, je mange quelque chose et je fais qu'est-ce que c'est bon. Voilà. Et il faut se souvenir toujours de ces choses-là. Il ne faut pas se souvenir des gros nuages noirs qui entrent. Est-ce que le moment où vous allez ouvrir la boîte qui est sur vos genoux va être un petit moment de bonheur comme ça là? Le petit moment de bonheur, c'était quand j'ai trouvé cette boîte en magasin. Alors expliquez-nous. Alors, cette Qu'avez-vous boîte, dans les mains? C'est un voilà, objet. c'est le Moon Explorer. Oula! C'est un petit robot, c'est un jouet, c'est un vieux jouet. C'est exactement le genre de jouet que j'aurais aimé avoir quand j'étais enfant, parce que j'adorais la science-fiction quand j'étais enfant, mais on était plutôt frustrés au niveau science-fiction à mon époque. Il n'y avait pas beaucoup de choses qui traitaient de science-fiction. Et quand je voyais ça je sais pas, dans des feuilletons télévisés ou dans des magasins improbables, ça me faisait totalement rêver, quoi. Et le premier réflexe que j'ai eu quand je l'ai trouvé, donc à mon âge, c'est de me l'acheter. Voilà. Voilà. Alors ça, c'est quand je l'ai vu, ce rouge, ce petit bonhomme, regardez son regard. Regardez ça. Oui, il a le regard des petits bonhommes de l'époque, Oui, en fait. oui. Ouais. Je tourne la clé. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'envoler? Ouais, il peut marcher, il roule. Ah oui, très bien. Mais surtout, il y a son radar électromagnétiseur qui tourne, ce qui est très important pour lui pour se diriger sur la Lune. Très bien, très bien. Fulguro radar, d'accord. Voilà. Bon, voilà. Ça, c'est un petit moment de bonheur. Ce qui est drôle, c'est que vous le soyez acheté à vous et pas à votre fils. Je l'ai acheté pour mon fils et puis il m'a dit garde-le. Il n'est pas dupe. Pour résumer, quoi, mais il s'en est bien rendu compte. Il s'est bien rendu compte que papa se faisait plaisir. Il ne l'a pas mis dans ses affaires, il l'a mis dans nos affaires. Voilà. Très bien. Et ça, c'est pas un souvenir d'enfance, on a bien compris, mais c'est quand même une nostalgie qui remonte, quoi. C'est un souvenir d'enfance frustré. C'est-à-dire que je n'ai pas pu l'avoir quand j'étais enfant. Voilà. Et aujourd'hui, il est où dans votre maison? Il est dans le salon. Il trône dans le salon. Au milieu des oiseaux. Kent, à quelle question auriez-vous aimé répondre? Et voilà, vous n'y avez pas répondu parce que je ne voulais pas poser. C'est le moment ou jamais, on est en fin d'émission.
Une question qu'on vous pose jamais. Vous dites, bon sang, il n'y a pas un journaliste qui va me penser à me poser cette question. Non, honnêtement, non. Je n'ai pas, je vais vous décevoir là, mais je n'ai Oh, pas pas de... du tout, au contraire. Ça veut dire qu'on fait bien notre métier. Oui, c'est ça, mais surtout, c'est surtout qu'il y a très peu de questions que, je sais pas. Ça voudrait dire que quoi? Que j'attends qu'on pose une question pour que, sur un sujet que je connais parfaitement, où je vais briller insolemment. Bah, peut-être. C'est ça? Mais vous avez brillé insolemment pendant toute cette émission. Exactement. Je vous remercie vraiment beaucoup d'être venu, de nous avoir accompagnés tout au long de cette semaine. On a passé un bon moment. Et vous aviez peur que les gens... En début d'émission, vous aviez dit, oh là là, peut-être que les gens seront déçus. Je ne crois pas, honnêtement. Je crois pas. Dieu vous entende. Je vous souhaite une très très bonne continuation, Kent. Merci beaucoup. Ben, moi aussi, je vous la souhaite. Au revoir.